il est vrai qu'on a déjà commencé à parler un peu de faut-il ou non intervenir quand une affaire est médiatisée et l'avocat doit-il être partie prenante à cette médiatisation? C'est une question qui est amusante à voir juste une minute sur le plan historique, parce que dans les manuels de déontologie d'il y a 50 ans, et c'est pas si loin 50 ans en fait, parce que surtout que des manuels sont lus en matière de déontologie relativement longtemps, dans ces manuels, il y avait sur tout un livre 2 paragraphes maximum sur les relations de l'avocat avec la presse, et c'était tout petit pour une raison simple, c'est qu'il ne devait pas y avoir de relation de l'avocat avec la presse, point. Et ça m'amuse beaucoup de penser que la première fois que je suis intervenue dans une émission de télévision, j'ai été jusqu'à l'ordre et j'ai demandé l'autorisation au bâtonnier d'intervenir dans cette émission. Ça donne tout de suite l'impression que j'ai prêté serment en 1900, et c'était pourtant il y a moins de 20 ans. Alors j'étais sans doute un peu scrupuleuse, le représentant du bâtonnier qui était là a été très gentil, m'a dit que bon, bah, c'était bien, comme c'était très bien de respecter comme ça la déontologie, mais que tout le monde ne le faisait plus. Mais il reste qu'aujourd'hui, je ne vois pas quel jeune avocat, même pour sa première intervention télévisuelle, aurait l'idée d'aller demander au bâtonnier l'autorisation d'intervenir. Il est vrai aussi que nous sommes bridés par l'obligation que nous avons de ne pas nous faire de publicité, et puis par le secret de l'instruction, par le secret de l'enquête, tout simplement par le secret professionnel, ce qui fait que normalement, notre intervention dans les médias devrait être extrêmement limitée. Parallèlement, quand on parle de politique, on sait que quand la politique entre dans un prétoire, la justice en sort. Donc, si on mêle les deux, on pourrait clôturer le sujet qui m'a été confié en ce moment. Il reste que la définition du mot stratégie dans le Robert, c'est l'art de faire évoluer une armée sur un théâtre d'opération. Et que nous savons tous très bien que le théâtre d'opération est complètement différent quand le procès est politique ou quand le procès est médiatisé, et évidemment quand le procès est à la fois politique et médiatisé, les deux choses allant ensemble. Donc, puisque le théâtre d'opération est différent, l'action de l'avocat doit être différente. Alors, d'abord, les dossiers politisés. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un dossier politisé? Il y a les dossiers politiques par essence, ceux qui mettent en cause des hommes politiques, le dossier est politique ne serait-ce que par le nom, par le parti. Et puis, il y a les dossiers qui sont politisés par le contexte, par en fait la volonté du gouvernement ou des politiques qui sont de mettre de la politique là où à l'origine il aurait pu ne pas en avoir, politisé aussi par une des parties ou par l'autre en fonction de son intérêt. Le dossier devient politique, me disait un confrère, quand on voit une inversion des facteurs classiques. Dans une cour d'assises, quand il y a 2 prévenus qui sont complices et que l'un des prévenus a un casier judiciaire long comme le bras, apparaît comme une brute épaisse, a déjà tapé sur sa femme et n'a pas d'études, n'a pas de garantie de représentation, et que l'autre à côté est quelqu'un qui apparaît comme plutôt un bon garçon, qui a plutôt fait des études, qui a un casier judiciaire vierge, automatiquement, on considérera que c'est la brute épaisse qui est plus coupable que l'autre. Et ce confrère me disait, dans un dossier politique, ça devient l'inverse. Dans un dossier politique, c'est celui au contraire qui a le plus d'études, le plus de capacités, le plus de finesse, presque le plus de garantie de représentation, qui devient le plus coupable. Comment faire quand on est pris dans un dossier politique, puisque par définition, ce caractère politique du dossier nous impose des choses auxquelles nous voudrions échapper? Je crois qu'il faut au maximum chercher, malgré tout, à garder la main. Garder la main, s'imposer d'abord par le temps. On condamne plus facilement, surtout en matière politique, quand on expédie les choses. Si on peut réussir à être un peu maître du temps, à placer le droit du coup, à poser les nullités qu'il faut poser, à faire les demandes d'actes qu'il faut, de manière au maximum à freiner la justice qui s'emballe en politique, je crois que l'on peut un peu plus garder la main. Dans le procès Salan, je vais parler un petit peu de procès historique parce qu'en matière de politique, c'est toujours un petit peu difficile de parler des affaires contemporaines. Dans le procès Salan, Tixier avait dit à un des témoins qu'il avait fait convoquer, qu'il avait prévenu qu'il convoquait, « Vous direz absolument ce que vous voulez, mais vous le direz le plus longuement possible. Il faut que vous teniez toute l'après-midi. J'ai besoin de temps. En 1 semaine, c'est sûr qu'il le condamne à mort. En 6 semaines, je peux avoir les circonstances atténuantes. »
Et effectivement, alors le témoin a parlé le plus longtemps possible. Il a parlé, parlé, parlé. Chaque minute, dans un procès politique, il peut se passer quelque chose. Il peut y avoir un renversement de situation. Un des modèles de procès politique, c'est le procès de Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc passait son temps à demander à ses juges du temps. Elle disait « Je répondrai à cette question dans 15 jours ». Et effectivement, 15 jours plus tard, jour pour jour, le tribunal qui avait une très bonne prise en note des délais reposait la question. Elle a réussi quand même à faire durer son procès du 22 février au 31 mai, alors que c'est un procès qui normalement aurait pu être expédié en une semaine. Donc là, elle gardait la main. Autre moyen de garder la main dans le cadre d'un procès politique, et en fait, premier moyen, c'est s'appuyer sur le droit. Revenir au droit, au maximum du droit. Alors, de la même manière, Jeanne d'Arc, à la première question de Cochon, qui était prêter serment de dire toute la vérité, répond « Je ne peux pas, il y a des choses que je ne pourrais pas vous dire ». La stupéfaction complète du tribunal, et Cochon lui dit « Mais c'est pas possible, même les princes promettent de dire la vérité en ce qui concerne les questions de foi ». Et elle répond « Très bien, s'il s'agit de questions de foi, je veux bien prêter serment, mais je ne peux pas m'engager sur le reste ». Et du coup, c'était elle qui imposait en fait une délimitation des questions auxquelles elle pourrait répondre ou pas. Et je pense qu'en matière de procès politique, ça peut rester en tête dans des procès qui sont plus contemporains, disons. Quel est le rôle de l'avocat dans ce cadre politique? L'avocat n'est pas le politique lui-même. Il ne doit bien évidemment pas s'investir de quelque... Voilà, il risque d'attraper du moins une couleur, mais il n'a pas à se coller à son client. Je pense qu'on ne peut pas défendre quelqu'un avec une aversion profonde pour tout ce qu'il représente. Mais encore que, ça doit pouvoir arriver. Je vais reprendre l'exemple du procès Salan. Il y avait 15 jours d'instruction, il y a eu 3 semaines d'audience. Salan était le bras droit de Jouhaud, un des 4 généraux qui avait fait le putsch d'Alger et donc forcément profondément opposé au général de Gaulle. Jouhaud avait déjà été condamné à mort par le haut tribunal militaire qui allait juger Salan. Et donc Jouhaud était le bras droit. Le haut tribunal militaire avait été composé par des magistrats qui avaient été choisis par de Gaulle lui-même comme des gaullistes fidèles et très proches de lui, de manière à ce qu'il soit certain de la condamnation à mort de Salan. Et Tixier-Vignancourt, qui plaidait pour Salan, était violemment opposé au général de Gaulle. Il est parti pour ce procès au début des 3 semaines avec comme idée de réussir à faire une charge anti-de Gaulle, à prouver que la politique de Gaulle en Algérie était mauvaise, que donc Salan avait raison de faire son putsch, et donc d'obtenir par là les circonstances atténuantes. 3 semaines de procès. À la fin des 3 semaines, l'avocat général lui-même demande une suspension d'audience de 24 heures avant ses réquisitions. Tixier s'allie avec lui pour avoir aussi 24 heures pour préparer sa plaidoirie. La cour sort, délibère pendant 1 heure, revient et accorde le délai. Tixier ramasse son dossier, sort soucieux de la cour d'assises, tombe sur le greffier avec qui il entretenait de bons rapports amicaux. Et lui dit « Monsieur le greffier, je ne comprends pas pourquoi 1 heure pour délibérer sur ce problème de idiot ?» Le greffier dit « Je ne peux pas vous le dire, maître, ça vous ferait de la peine. » Tixier dit « C'est pas, j'en suis plus là. » Et le greffier lui dit « Ils étaient en train de calculer le jour où tomberait l'exécution de votre client. » Et Tixier dit « Mais avec tous les témoins que j'ai appelés, parce qu'il les avait appelés pour gagner du temps, mais malgré tout, il espérait que ça changerait quelque chose, il en avait appelé plus de 50. Avec tous les témoins qui ont été entendus, a dit le greffier, il n'y en a que 3 qui ont été entendus réellement par la cour, qui ont porté. Et les 3 qui sont nommés à Tixier étaient des gaullistes fidèles. Et à ce moment-là, Tixier comprend que sa ligne de défense politique, où il colle à la politique de son client, il était Algérie française, son client aussi, tout était... Sa ligne de défense est mauvaise et qu'elle conduit son client à ce qui est inéluctable pour lui. Et il change complètement de ligne de défense. Il plaide en expliquant que dans la ligne politique de Gaulle ne pouvait pas faire autrement que de dire que l'Algérie resterait française, que Salan, lui, l'a cru, qu'il fallait qu'il y ait des gens comme Salan qui le croient, mais qu'on ne pouvait pas reprocher à Salan en fait d'être rentré dans la politique de Gaulle. Et en réalité, Tixier-Vignancourt plaide une plaidoirie qui n'est pas anti-gaulliste.
et il obtient les circonstances atténuantes, ce qui force bien sûr à gracier également Jouhaux. On a là un modèle d'avocat qui sait tourner en politique, voilà, qui sait adapter sa propre stratégie à ce qu'il faut, ce qui n'est pas facile du tout évidemment, parce que là il convenait pour lui aussi de faire fi de ce qu'il croyait profondément. Dans un cas pareil, évidemment, si la presse sait à l'avance ce que l'avocat va plaider ou la ligne de défense qu'il va prendre, en revanche, ça, il se saborde. Donc, les titres des journaux étaient déjà à l'imprimerie avant la décision. Il y avait déjà Salan condamné à mort. Et tous les journaux du matin ne sont parus qu'à 10 h du matin ce jour-là, parce qu'il a fallu refaire tous les titres. Mais la presse ne savait absolument rien, et ça a permis aussi aux juges de pouvoir se prononcer librement. Alors que si la presse avait été au courant, si Tixier avait dit, pour avoir voilà, ce qui peut nous arriver à tous dans une sorte d'élan de fatigue aussi, parfois le journaliste qui est là devient une sorte de confident. Ah, vous allez voir, j'ai changé de ligne de défense, ça va beaucoup changer. Bon. Une chose comme ça, c'était s'aborder son client et s'aborder sa propre conduite. Alors, autre question, faut-il ou non politiser une affaire ? J'ai été commise d'office en 1995 dans le cadre du meurtre de Brahim Bouaram, qui était un Marocain qui avait été poussé dans la Seine par un jeune après le passage du Front National au moment du défilé du 1er mai 1995 sur le pont du Carrousel. Je suis commise d'office pour ce garçon. Ce procès pouvait être vu sous deux angles, où en fait un fait divers sordide, un jeune homme pousse un autre homme sur les bords de la Seine et la victime se noie, ou un procès éminemment politique, le défilé du Front National entraîne un crime raciste. C'était le 1er mai 1995, entre les deux tours des élections présidentielles. Évidemment, les politiques avaient tout intérêt à politiser les faits, ce qui a été fait et énormément fait, puisque le président Mitterrand a été jeté dans la Seine un bouquet de fleurs à l'endroit où était mort la victime, a été filmé partout, et que pendant toute la semaine où on attendait l'arrestation de l'auteur des faits, dont on ne savait pas tout de suite qui c'était, dans toute la semaine où on attendait cette arrestation, la télévision passait en boucle les images de François Mitterrand jetant ce bouquet de fleurs dans la Seine, et on entendait parler de la bande de skinheads assassins qui avaient jeté, parfois même du haut du pont, alors que c'était sur les berges, parfois du haut du pont, ce qui rajoute évidemment dans le caractère assassin, la victime. Je suis commise d'office pour ce garçon. Je dois dire que c'est ma première affaire médiatique et que, mi par prudence, mi par terreur, je me tais. Je me tais aussi complètement par prudence parce que je suis face à un dossier où il n'y a absolument rien de politique contre mon client. C'est-à-dire que la perquisition chez tous les jeunes gens qui avaient été arrêtés, interpellés, sur lesquels on avait enquêté à ce moment-là, montrait des tracts politiques, une implication. Chez lui, il y avait une collection de petites voitures. C'était un garçon qui sortait du service militaire. Il n'avait pas voté aux élections au premier tour. Ses parents n'avaient pas voté. Sa famille n'était pas politisée. Il était né dans un village près de Reims où ses parents étaient nés, où ses grands-parents étaient nés, où ses grands-parents étaient morts. Enfin, c'était... voilà, il n'avait pas bougé et l'implication politique n'était pas forte. En revanche, j'avais très peur, en expliquant ça aux médias, qu'on découvre au cours de l'instruction que soit on n'avait rien trouvé en perquisition, mais qu'en fait, 3 ans auparavant, il avait été au FNJ de Reims ou quelque chose de ce type-là, auquel cas j'aurais été absolument grotesque et ça n'avait aucun intérêt. Donc, pendant toute l'instruction, je me tais. L'instruction est ouverte pour assassinat en bande organisée et les jeunes gens qui étaient avec lui sur le haut du pont, lui était descendu en fait simplement pour uriner sur les bords de la Seine, sont incarcérés en même temps que lui. Et puis vient l'audience. Là, je ne peux plus évidemment ne pas parler. Vient l'audience et je choisis, au vu du dossier, de plaider le fait divers, ayant vraiment pesé les choses et me disant, si je plaide l'affaire politique, je rentre dans l'idée que c'est Le Pen le responsable, évidemment. On peut dire c'est Le Pen le responsable, donc c'est pas de la faute de ce jeune homme, mais on peut aussi dire c'est Le Pen le responsable. Moi, j'en peux plus des gamins qui se comportent de cette manière, c'est absolument odieux.
je lui colle 15, voire plus, je lui colle 15 ans pour qu'enfin on sache qu'il ne faut pas se comporter comme ça. Donc il prend une peine exemplaire, même si c'est Le Pen le responsable. Et je me dis, c'est un fait divers, il prend une peine de fait divers. Donc j'ai cette optique-là. Les parties civiles, elles, qui sont 14 associations, ont tout intérêt, et c'est certain, à politiser l'affaire. Donc elles politisent au maximum et elles ont parfaitement raison, parce que elles, plus elles politisent, plus ça gonfle, plus on ne peut pas passer à côté de ce crime et il sera puni d'une manière effectivement exemplaire. Seulement l'erreur des associations a été de continuer à politiser l'intérieur de la salle d'audience. Et si c'était sans doute très bien de politiser à l'extérieur dans les médias, dans la salle d'audience, je crois qu'il aurait fallu plaider beaucoup pour la victime. Or, la victime, en fait, et ça m'a servi, tant mieux pour mon démarrage de jeune avocat, la victime, en fait, a été la grande absence de ce procès. C'est-à-dire qu'il y a eu 8 heures de plaidoirie de partie civile, de plaidoirie parfois absolument superbes, sur des considérations générales, sur la gravité du racisme, sur ce qu'est un crime contre l'humanité, sur rien, sur le fait simplement que la victime était un homme de 30 ans qui se promenait tranquille le long de la Seine et qu'il avait le droit de vivre et qu'on n'a pas à être poussé dans la Seine. Rien sur lui. Donc en fait, ça désincarnait complètement le crime et donc, par définition, l'auteur que j'avais à défendre devenait quelqu'un qui avait commis quelque chose qui était un peu virtuel, qui ne devenait plus aussi lourd. Et celui que je défendais a pris la peine de 8 ans. Donc je pense que j'avais choisi, avec le recul, la bonne stratégie de défense. Et je pense que si les parties civiles avaient choisi la bonne stratégie de politiser jusqu'à la salle d'audience, elles n'ont pas réussi à lâcher prise sur cette politique au moment même des plaidoiries. Or, il y a une opposition, parfois, entre la communication politique et le droit. On a beaucoup entendu « responsable mais pas coupable ». Responsable mais pas coupable, c'est merveilleux en matière de communication, c'est assez nul sur le plan judiciaire. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Et il faut adapter le discours que l'on a et le moment où l'on veut le faire à la situation à laquelle on est confronté. Tout à l'heure, Daniel Soulez-Larivière disait tout à fait à juste titre, il faut tout le temps faire dérailler le train. Il faut chercher à faire dérailler le train. En matière politique, quand on a un procès, c'est d'autant plus important. Parce que si on fait dérailler le train, on fait dérailler vraiment beaucoup de choses. On peut faire se calmer complètement les choses. Je me rappelle un préfet corse qui était convoqué par un juge d'instruction et dont il était certain qu'au moment de sa convocation, il allait être incarcéré. Si, au moment où il était convoqué, ce préfet corse avait convoqué une conférence de presse en expliquant ce qu'il était, ce qu'il vivait, peut-être n'aurait-il pas pu en fait être incarcéré par le juge d'instruction parce que ça aurait fait trop de tapage, trop de remous, parce que tout aurait été mis à plat, parce qu'il n'y avait pas de raison. Seulement, il était préfet, il était corse, c'était pour lui 2 raisons de se taire, donc la conférence de presse avant, c'était pas possible. Et puis de toute façon, on ne refait pas les histoires, et il est parti en détention provisoire. Mais je pense que parfois, utiliser dans une affaire politique la médiatisation peut être une vraie arme qui répond à la politique dont l'affaire est entourée. Les politiques ont une parole quand ils parlent eux-mêmes, quand ils sont mis en cause, qui par définition est suspecte, puisque les politiques sont à la fois ceux qui nous dirigent, ceux que l'on écoute et ceux que par définition on critique le plus. Donc leur parole est suspecte, donc quand ils parlent pour se défendre, c'est par définition toujours suspect, mais en revanche, il est très difficile, voire impossible, qu'ils ne parlent pas du tout, puisque justement c'est leur métier et que sinon on a tendance à leur dire à juste titre, vous parliez beaucoup avant, là tout d'un coup vous dites plus rien, il faudrait quand même répondre. En revanche, nous, en tant qu'avocats, je crois que dans cette stratégie où il faut faire très attention à chaque instant à ce qu'on peut faire ou pas, où il faut s'adapter, il faut faire également attention au débordement. Je trouve par exemple que dans l'affaire Cahuzac, c'était un peu étonnant d'entendre un avocat parler de la raison pour laquelle il ne défendait plus son client, ou un autre avocat parler de la manière dont son client était venu le trouver et de la raison pour laquelle il le défendait. Je trouve que là, on va beaucoup trop loin et je pense que l'avocat qui fait ça se défend lui-même plus qu'il ne défend son propre client. Et là, je trouve que c'est choquant et ça donne envie parfois de revenir un peu aux règles de déontologie d'il y a 50 ans.
Alors, il ne faut pas oublier que même en matière politique, le silence est quand même, de temps en temps, la meilleure des choses. Et puis, dans toutes les affaires, celles qui sont politiques et celles qui ne le sont pas, comment gérer les relations avec la presse quand l'affaire est très médiatisée? D'abord, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas une presse, mais des presses. Il y a la presse écrite, la radio, la télévision, il y a également Internet, et on ne parlera pas du tout de la même manière à la jeune stagiaire d'ITV ou à Pascal Robert-Diard du Monde, quand on aura à s'entretenir d'un sujet un peu sensible. On ne doit pas considérer la presse comme un troupeau. Il y a des individualités, des manières différentes de réagir. Dans une conférence de presse, par exemple, on peut très bien toucher des médias de télévision grand public, et puis ça n'aura aucune incidence pour tout ce qui est presse écrite, ou pour lequel il faudra plus de sentiments, plus de finesse, plus de off, par exemple. Alors, le off, justement, c'est très difficile à manier. Il y a le off et puis le off-off. Il y a ce qu'on dit en public, j'attends le témoin qui viendra à l'audience mercredi. Voire, j'attends paisiblement le témoin qui viendra à l'audience mercredi. Et puis, il y a le off. Le témoin de mercredi va venir m'assassiner, mais j'ai énormément d'éléments pour lui répondre. Ce qui donne dans la presse, le témoin de mercredi pourrait peut-être mettre à mal la défense, mais au dossier, il y aura largement de quoi lui répondre. Ça vient de nulle part. Et puis, il y a le off-off. Tu n'en parles pas, mais je suis complètement tétanisée. Là, je vais être mise par terre par le témoin de mercredi. Ça, c'est du off-off qu'on ne peut dire qu'à un journaliste qu'on connaît personnellement bien et dont on est absolument certain que ça ne va pas fuiter. Et encore, quand on dit ce off-off, il faut faire très attention au moment auquel on le dit et à côté de qui on le dit. Parce que si on dit ce off-off au journaliste qui, lui, ne va le dire à personne parce que voilà, c'est justement un très bon journaliste, un vrai chroniqueur judiciaire qui ne va pas en faire tout un foin, et qu'il y a à côté un petit malin qui a juste de grandes oreilles et un téléphone portable pour envoyer un tweet, Maître Doumic dit « ça va être dur, je vais me prendre une raclée », ça, c'est pas bon. Donc, il faut faire très attention à toutes ces strates de relations qu'on peut avoir avec les différents intervenants des médias. Il faut aussi faire très attention à une chose, c'est que le temps des médias n'est pas notre temps. Les médias sont aujourd'hui dans l'immédiat, dans l'immédiateté, et nous pouvons avoir besoin de beaucoup de temps. Il faut faire, par exemple, aujourd'hui, attention à leur retranscription des débats. Justement, à cause de ça, un journaliste a une audience qui envoie un tweet sur ce que vient de dire un témoin. Quand on sort de la salle d'audience, tout le monde, en fait, toute la France entière est déjà au courant de ce qu'a dit le témoin. Donc, bien évidemment, il n'est pas question de venir dire le contraire ou de faire comme si ça n'existait pas, sinon on a l'air grotesque. Mais il faut presque être préparé à répondre à l'extérieur ou à ne pas répondre, parce qu'on a toujours le droit de ne pas répondre à ce qui va être dit. Il faut aussi adapter le discours que l'on a et faire attention à qui parle. Si le client politique, en fait, doit un peu s'exprimer justement parce qu'il est politique et que c'est son métier, il faut faire très attention à la manière dont s'expriment les clients lambda. Lambda, ce n'est pas forcément bas de gamme. Le client lambda, ça peut être parfois un assez grand chef d'entreprise, mais qui est certain qu'il va pouvoir très bien maîtriser sa communication et puis qui peut se laisser embarquer par quelque chose et puis dire quelque chose qui nuit vraiment à ce qu'on a mis en place comme stratégie de défense. Et il faut pour cela, et je reviens tout à fait à ce qu'a dit tout à l'heure Emmanuel Daoud, être le patron de la communication judiciaire. C'est insupportable d'avoir ces cellules de crise qui viennent vous dire « Alors maître, vous allez dire ça au début de l'audience, vous allez dire ça à la fin de l'audience, et puis ça ne fera pas que vous disiez ça, et presque vous allez plaider de cette manière, c'est incroyable à entendre. » Mais ça, si c'est un problème pour nous, ça devient un problème pour le client quand le tribunal se rend compte que dans les couloirs du palais ou dans la salle d'audience, il y a une armée de personnes qui sont avec crayon, papier, en train de noter pour après faire une communication. Je crois que c'est très mauvais pour l'image que ça peut donner du client et du dossier. Et puis, il faut faire attention à l'opposition des arguments médiatiques par rapport aux arguments judiciaires.
J'en parlais pour l'opposition des arguments politiques parfois et des arguments judiciaires, mais là je trouve que c'est en fait encore plus vrai, encore plus crucial. Je trouve par exemple, bon, c'est une opinion qui n'engage évidemment que moi, que les arguments de communication de l'affaire Kerviel ont été excellents sur le plan médiatique et communication. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Jérôme Kerviel est une victime du système. Très bien. Il reste que sur le plan judiciaire, il a pris 5 ans. Donc, est-ce que ça a été efficace sur le plan judiciaire? Là aussi, ça n'engage que moi. Et comme je n'étais pas dans le dossier, je peux très bien me tromper parce que c'est toujours facile de juger les autres. Et quand on y est soi-même, c'est plus difficile. Mais il reste que sur le plan judiciaire, moi, à première vue, je me dis que c'était très mauvais. Et qu'une ligne de défense qui aurait été beaucoup plus profil bas et aurait été plus audible pour des juges que de venir dire la banque était au courant, alors que ça marche dans les médias, mais ça ne marche pas face à la réalité du dossier quand on voit qu'il y a 900 faux qui ont été faits en écriture en interne. Donc, il faut se méfier de l'argument médiatique qui permet qu'on soit salué de manière spectaculaire et qui, en réalité, nuit. Et il faut savoir, nous, en tant qu'avocats, ce qu'on veut avoir comme efficacité. Est-ce qu'on veut avoir un client content qui dit « j'ai un bon avocat parce que tout le monde dans la rue, y compris ma boulangère, me dit que je suis innocent » ou est-ce qu'on veut avoir un avocat qui peut-être est plus discret, qui peut-être parfois prend les médias plus à contre-courant, mais avoir un avocat qui vous fait prendre une peine qui est bien inférieure. On peut aussi, enfin je pense aussi à Omar Haddad, un grand succès médiatique, mais sur le plan judiciaire, c'est pas certain. Et il faut faire attention pour ça, à toujours garder en tête que ce sont les tribunaux et les cours d'assises qui jugent, et non pas les médias. Alors, ils jugent sur ce qu'ils voient dans la salle d'audience, mais ils entendent aussi ce qu'on dit à l'extérieur, et ça peut avoir une répercussion négative, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'on convainque un juge en plaidant dehors, je pense qu'on le convainc en plaidant dedans, mais qu'en revanche, ce qu'on a dit dehors peut nuire à ce qu'on dit dedans. Et je crois qu'il faut garder vraiment en tête qui veut-on convaincre. Alors, quand tout est perdu et qu'on est sûr que c'est perdu pour le juge, qu'on s'astreigne à convaincre les médias, ça va très bien. Mais si on se dit que tout n'est pas perdu, il faut quand même garder ça en tête. Et pour ça, il faut apprendre quelque chose au juge à l'audience. On ne peut pas se dire, je vais tout dire à l'extérieur. Justement, dans Omar Haddad, en fait, le président d'assises connaissait toute la stratégie avant le début de l'audience. Tout était déjà exposé dans la presse. Donc, il n'est parfois pas utile que la défense soit médiatique avant le procès. Et d'autre part, indépendamment même de cette découverte que le juge fait et qui peut lui permettre d'avancer, il y a aussi le fait que le silence peut bloquer une communication négative. Je me rappelle un procès d'assises où j'étais en partie civile avec en défense Henri Leclerc. Je défendais un jeune homme qui s'était fait violer pendant plusieurs années, quand il était enfant, par un professeur d'une école ayant pignon sur rue. Moi, j'avais tout intérêt à la médiatisation. Tout intérêt parce que ça donnait du poids à cette affaire et surtout parce que comme ce collège était vraiment extrêmement connu, c'était un des grands collèges parisiens, j'étais persuadée que si ça se savait, il y aurait d'autres victimes qui se révéleraient. Et ça a été le cas, ça n'a pas manqué. Ça a été médiatisé et immédiatement, il y a eu des lettres qui sont parvenues au président de la cour d'assises pendant le cours des débats. Donc ça, là-dessus, très bien. Et puis mon client se sentait moins seul et il avait le sentiment aussi voilà, que c'était dit qu'il pouvait, quand il avait, on le sait bien dans ces affaires-là, les victimes portent un poids de secret pendant longtemps, le fait d'une révélation forte l'aidait. En revanche, Henri Leclerc n'avait aucun intérêt à cette médiatisation. Il a été absolument parfait. Il a dit « je refuse de parler à qui que ce soit ». Donc, le premier jour d'audience, il y avait des caméras de télévision, et puis quand elles ont eu que moi, elles sont reparties. On ne fait pas une émission, on ne fait pas quelque chose d'intéressant avec simplement l'avocat de la partie civile, c'est pas vrai. Donc, ils sont repartis. Et donc, ça a fait que la communication autour de cette affaire n'a eu lieu que par la presse écrite, et non pas du tout par le reste, par la presse de télévision. Et là-dessus, c'était parfaitement bien joué. Mais là, il fallait bien sûr un avocat qui était, ça c'est même pas la peine de le dire, mais qui ne pensait pas à se faire de la publicité en disant voilà, je suis là dans ce dossier. De la même manière, dans l'affaire de Jacques Viguier, entre le premier procès et l'appel, il y a eu des écoutes téléphoniques qui sont rentrées au dossier. Dupond-Moretti s'est rendu compte qu'il y avait une babysitter, ça se voyait dans les écoutes, une babysitter des enfants qui parlait du fait que l'amant de Mme Viguier avait caché le sac à main de la victime. C'était donc une pièce à conviction très lourdement à charge, à l'origine et dans le premier procès, contre le client de Dupond-Moretti. La babysitter était interviewée,
était interrogé le mardi de la 2e semaine d'assises. Quasiment plus de journalistes. Dupond-Moretti n'a rien dit, absolument rien, et à personne. Quand la babysitter est venue, il l'a essoré et ça a permis d'avoir un élément extrêmement fort pour son client. S'il avait dit avant quelque chose, s'il avait dit même simplement à la presse, parce que c'est quand même plus agréable dans un cas pareil, quand on va faire un grand numéro d'avocat, restez mardi, vous allez voir. Forcément, Spinner, en partie civile, l'aurait appris. Et Spinner, l'apprenant, aurait pu savoir sur quoi Dupond-Moretti allait se battre. Et du coup, aurait pu préparer une défense. Et ça pouvait mettre par terre complètement la force des arguments de Dupond-Moretti. Donc, dans un cas pareil, évidemment, il faut être extrêmement silencieux. Refuser de parler, ça peut être parfois toute la noblesse de notre profession. De temps en temps, refuser de parler, c'est en soi une défense. Quand un journaliste nous demande, par exemple, « Bon, alors, dites-moi en 2 phrases ». Parfois, on ne peut pas dire en 2 phrases. Donc, quand on a une affaire un peu complexe, on peut dire, bah non, dans ce cas-là, je ne vous dis rien du tout. Et si vous voulez retenir que 2 phrases, de toute façon, de tout ce que je vais vous dire, ça ne sert à rien que je vous parle. Il y a une discrétion de l'avocat qui, en elle-même, peut être utile. Je me rappelle une affaire, nullité soulevée, première instance, rejetée, appel. La nullité est accueillie. L'avocat, ce n'était pas moi. Le président dit, après avoir rendu la décision en aparté dehors, « Maître, vous savez pourquoi on a accueilli cette nullité ?» Ah bah oui, dit l'avocat, parce que c'était le droit. Non, non, mais maître. Non, mais c'était une nullité légitime. Non, mais maître. Enfin bon. Bah, je ne sais pas, monsieur le président. Parce qu'avec vous, on savait que ça ne sortirait pas dans la presse. Et je trouve que ça, c'est une manière de dire, c'est vrai aussi que de temps en temps, entre professionnels, on n'a pas besoin de sortir. Là, cet avocat avait gagné, ce n'était pas la peine d'en faire tout un pataquès. Si il avait énormément médiatisé cette histoire de nullité, ça risquait de donner une autre envergure au dossier ou quelque chose de beaucoup plus lourd. Et peut-être que, visiblement, ça aurait en tout cas freiné des juges. Il y a quand même des opportunités de décision de prononcer la nullité en question. On a donc, de temps en temps, un devoir de se taire, très souvent le devoir de parler et de parler à bon escient. C'est difficile à manier. En fait, c'est un peu comme pour nos clients.